Manille, la capitale des Philippines, dans l'enfer des embouteillages matinaux. La mégapole de 10 millions d'habitants s'éveille, déjà asphyxiée par les gaz d'échappement. En pleine ville, la décharge de Vitas. À cause des fumées et des vapeurs toxiques, les Philippins l'appellent Smoky Mountain, la montagne fumante. Le matin, sur cette gigantesque poubelle à ciel ouvert, c'est l'heure de pointe. Dans les ordures jusqu'aux chevilles, ils sont des centaines de chiffonniers à guetter le déchargement des camions. Beaucoup d'entre eux sont des enfants. Un balai invraisemblable où chacun se précipite pour avoir les meilleurs morceaux. Seuls ces deux prêtres français, le père Thomas et l'abbé Mathieu, se préoccupent des gens qui vivent sur la décharge de Vitas. On a mis des gens à la poubelle. Leur vie, 24 heures sur 24, c'est la décharge. C'est des poubelles. C'est l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de pire? Dites-moi. Vous êtes dans votre maison, quel est l'endroit le pire où vous pourriez vous cacher? C'est la poubelle. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de pire? Né à Versailles il y a 31 ans, l'abbé Mathieu est arrivé aux Philippines en 1998 pour y faire sa coopération. Il y a rejoint le père Thomas, 49 ans. Ce jésuite corésien venait alors de monter ici une association humanitaire, la fondation Un Pont pour les enfants. Lorsqu'ils ont découvert les conditions de vie des chiffonniers de Manille, les deux prêtres ont décidé de leur venir en aide, d'autant plus que tout le monde ici leur tourne le dos. À cause de l'odeur qui s'imprègne, y compris sur leur peau, les chiffonniers sont les pauvres qui sont les plus marginalisés parmi les pauvres. Parce que même s'ils vont de l'autre côté de la rue dans des bidonvilles où il n'y a pas de chiffonniers, les gens ne les apprécient pas à cause de leur mauvaise odeur. Sur la décharge, les deux prêtres connaissent tout le monde ou presque. Derrière le chaos apparent, ils ont découvert une véritable société, avec ses codes et sa hiérarchie. Il y a des chiffonniers qui ont le droit de ramasser les métaux les plus précieux, d'autres qui ont le droit de ramasser la ferraille, d'autres qui ont le droit de ramasser le plastique. Donc chacun a sa spécialisation. En fonction de l'ancienneté, de l'autorité que peut avoir le chiffonnier sur les autres, c'est la loi du plus fort. Une jungle dans laquelle les plus audacieux sont les premiers servis. À l'arrivée des camions poubelles, les accidents ne sont pas rares. Je ne sais pas combien il y a de bactéries au centimètre carré, mais... Le père Thomas nous emmène au bord de la décharge. C'est là que des grossistes rachètent les sacs de détritus au poids. Canettes, boîtes de conserve ou vulgaires déchets plastiques, tout est recyclé, exploité. Un peu plus loin, le père Thomas tient à nous montrer la spécialité locale. On la trouve dans ces petits restaurants que fréquentent les chiffonniers, au bord de la montagne de poubelles. Des morceaux de poulet récupérés dans les emballages des fast-foods de Manille et ramassés directement sur le tas d'ordures. Il les bouillante de nouveau et ensuite il le frit, pensant ainsi éliminer un certain nombre de bactéries. Et c'est pas le cas, évidemment. Évidemment, c'est pas le cas. Oui. Enfin, je ne vous conseillerais pas d'en manger. Une portion coûte 20 pesos, 30 centimes d'euros. C'est plus du quart d'une journée de salaire sur la décharge. Dans cet enfer, les plus vulnérables sont bien sûr les enfants. Le plus âgé n'a pas 10 ans. Inconscient du danger, il creuse toute la journée, à quelques centimètres des bulldozers. Le petit enfant en rouge là qu'on voit près de la pelleteuse, si vous faites attention, il a même pas de bottes, il est pieds nus. Donc comme sur cette décharge-là, on trouve même parfois des déchets hospitaliers, ça peut faire des catastrophes. Cet enfant peut attraper n'importe quelle maladie. Et ça fait des catastrophes. On a un enfant qui est décédé l'année dernière parce qu'il a été enfoui. En fait, il montait sur les ordures comme ça, et en fait, ça s'est écroulé, donc il a été enfoui sous les ordures. Autre danger, le balai des pelleteuses et des camions poubelles. Jessie Boy a perdu 2 doigts en montant sur une benne à ordures.
J'ai grimpé sur le côté du camion et quand la plateforme arrière s'est levée, ma main s'est fait coincer. Et là, j'ai réalisé que ma main était écrasée. Puis j'ai crié « Maman, maman !» On m'a ensuite mis dans le camion et c'est alors que j'ai perdu connaissance. Tout au fond de la décharge, la couche d'ordures atteint plusieurs mètres d'épaisseur, mais les tris successifs n'ont pas laissé grand-chose à ramasser. Et pourtant ici, il y a encore des enfants qui fouillent le sol. Reynaldo a 8 ans, il passe 10 heures par jour à creuser à la recherche de petits morceaux de métal. Depuis 2 ans, l'abbé Mathieu tente de le faire sortir d'ici. Quel âge avais-tu la première fois que tu es arrivé ici? 6 ans. Tu as combien de frères et sœurs? 12, dont 2 sont décédés. Et où sont tes parents? Ils sont à la maison. Ma sœur Marie-Jane est avec eux. Elle va à l'école. Et toi, tu ne vas pas à l'école? Pourquoi ça? Nous n'avons pas d'argent pour payer l'école. Tu es fatigué? Tu as mal au dos? Il a mal au dos. Je fatigue et il a mal particulièrement au dos en fait. C'est pas difficile de comprendre. À la fin de la journée, Reynaldo va vendre sa collecte au ferrailleur qui attend au bord de la décharge. Pour 2 gros sacs, en tout 15 kilos de métal, il encaisse 68 pesos, à peine plus d'1 euro. Le ferrailleur revendra le métal 2 fois plus cher. Combien tu gagnais? 68 pesos. Je lui dois encore de la monnaie. Garde les 2 pesos. Et où vas-tu maintenant? Je vais voir ma maman. Un simple fossé creusé dans le tas d'ordures sépare la décharge de l'endroit où vit Reynaldo. Un bidonville constitué d'abris de fortune, planté directement sur les couches de détritus. Les gens s'installent un peu n'importe où. Ils plantent leur baraquement et ça grandit en fait, le village s'étend. Quand on est arrivé ici, vous n'aviez pas de maison ici, il n'y avait pas de maison devant là. Et puis progressivement, en fait, les gens s'installent. Ils n'ont pas de place, donc il faut bien s'installer quelque part. Le kimètre, vous voyez bien, hein, il y a 3 planches de bois et puis des bouts de plastique, des bouts de tôle et ça fait la maison. On met les enfants, on met la maman, on met la grand-mère. Ici, ils sont peut-être 3 ou 4 000, difficile de le dire avec précision. Des familles entières qui s'entassent dans quelques mètres carrés, coincées entre la montagne fumante et la baie de Manille. Les enfants jouent et se lavent avec insouciance dans une eau saturée de pollution. À la fin de la journée, Reynaldo rapporte à sa famille le peu d'argent qu'il a gagné sur la décharge. Il a gagné assez d'argent aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais à votre avis, c'est déjà pas mal 68 pesos, non? Ah oui, c'est très bien, très bien. Reynaldo et sa famille vivent là, dans une seule pièce, d'à peine 12 mètres carrés. On est 12 à dormir là-dedans. 12. Une table, quelques meubles et pas de matelas. La famille de Reynaldo a été poussée ici par l'exode rural. Pour quelle raison êtes-vous venu ici? Pour tenter notre chance. À votre avis, la vie est meilleure ici ou en province? Ce qui est bien ici, c'est que c'est plus facile de gagner sa vie. Par contre, l'argent s'en va rapidement. Que pensez-vous du fait que vos enfants ramassent les ordures? Je m'inquiète, bien sûr. Il peut leur arriver un accident. Je m'inquiète parce que le risque est très élevé. J'aimerais mieux qu'ils fassent autre chose pour gagner de l'argent.
Mais il n'y a pas d'autre choix. Et notre vie dépend de cela. Pour venir en aide aux habitants de la montagne fumante, le père Thomas et l'abbé Mathieu ont créé un centre en plein cœur du bidonville. Une fois par jour, et comme la plupart des petits chiffonniers, Reynaldo vient y manger une assiette de riz et de poisson. Et toi, tu as soif? Depuis l'instauration de ce repas gratuit, la malnutrition a quasiment disparu chez les enfants de la décharge. Pour l'hygiène, il y a encore des progrès à faire. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Je leur apprends à se laver les mains. C'est important de se laver les mains avant de manger. Quand ils ont très faim, ils ont tendance à tout de suite passer à table. Alors il faut le leur rappeler. On a commencé par ce petit centre en fait qui a été monté pour la nutrition et puis pour essayer de faire de la préscolarisation pour les enfants. Et puis ensuite on a grandi avec ce plus grand centre ici où vous avez des enfants de tous les âges. Vous avez des enfants qui sont là pour une préscolarisation, pour les préparer à l'école. Et puis des enfants qui sont là en soutien scolaire ou des enfants qui sont là pour avoir des activités scolaires parce qu'ils ne vont pas du tout à l'école. Le travail de Reynaldo sur la décharge ne lui laisse que peu de temps pour profiter du centre. Dans ses moments libres, le petit chiffonnier rêve d'une autre vie. Plus tard, je voudrais être chauffeur de bus. Pourquoi? Parce que ma mère veut que je devienne chauffeur. Reynaldo, d'après toi, quand tu seras grand, tu préférerais rester ici ou aller vivre ailleurs? Je resterai ici. Il n'imagine pas d'ailleurs. Il n'imagine qu'ici, mais il n'a pas d'autre référence. Il ne peut pas imaginer un ailleurs. La seule chose qu'il voit qui change des poubelles, c'est un monde irréel qui est le monde de la télévision. Mais c'est de l'intouchable. Ils ne connaissent pas en fait. Ils ne sont même pas sûrs que ça existe vraiment. On se sent terriblement impuissant devant ça. On se sent terriblement impuissant. Évidemment, on apporte des repas, on permet à des enfants de pouvoir être scolarisés, de pouvoir... évidemment, on permet tout ça. On permet de faire un suivi médical de certains enfants, etc. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il faut continuer. Il faut même que ça se multiplie. Mais en même temps, on se sent impuissant. On se sent impuissant parce que vous avez le sourire des enfants là, mais la réalité, pour eux, la majeure partie de la journée, elle reste là. Elle reste là. Elle reste là à fouiller les poubelles. À fouiller les poubelles. Qu'on éprouve à certains moments des doutes et des moments de découragement, oui. Mais on doit vraiment essayer de dépasser ces moments-là. Sinon, on s'enferme dans le désespoir. C'est facile ça? Non, c'est pas facile. Vous avez déjà eu des moments d'intense découragement ici? Oui, j'en ai encore et... Et j'en aurai encore, mais c'est l'espérance qui doit être la plus forte, malgré tout. Mais pour les deux religieux, il y a encore plus grave, plus urgent que les enfants de la décharge. Car ceux-là, au moins, ont un toit, une famille. Il existe en revanche à Manille d'autres enfants qui, eux, ont perdu toute attache. Ce sont les gosses des rues qui hantent les trottoirs. Orphelins ou fuyant les coups et les abus sexuels au sein même de leur famille, ils seraient plus de 10 000, rien que dans la capitale philippine. Pour les prêtres de la Fondation, ces enfants sont la priorité absolue. C'est pour eux qu'ils ont créé il y a 8 ans un premier centre d'accueil. Ici, une trentaine d'enfants réapprennent à vivre
Ils ont entre 3 et 18 ans. Tous ont été ramassés dans la rue il y a seulement quelques jours ou quelques semaines. Ils se sont laissés convaincre de venir là pour tenter de changer de vie. Pour la plupart, ils n'en sont pas à leur premier séjour. Parmi les enfants qui sont ici, vous en avez qui ont fait de multiples allers-retours dans la rue, d'autres qui sont déjà un peu plus stables. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que tous ont vécu des choses terribles en étant dans la rue. Ils sont obligés de survivre par de petits boulots, par le vol, mais aussi, hélas, bien souvent par l'usage de la prostitution. Assistés par des éducateurs philippins, le père Thomas et l'abbé Mathieu tentent de réhabituer les enfants à une vie réglée. La principale difficulté ici, c'est d'éviter les fugues et la redescente dans l'enfer de la rue. Un travail difficile. Toute la journée, les deux religieux écoutent sans relâche les angoisses et les doutes des enfants du centre. Essayez de demander, quand vous voyez un enfant dans la rue, essayez de le faire venir dans un centre en lui disant « tu auras un nouveau t-shirt ou tu dormiras beaucoup plus calmement, tu n'auras plus le bruit de la rue », il ne viendra pas, il s'en fiche. Par contre, faites-lui comprendre que dans un centre, on fera attention à lui, qu'il aura de l'importance pour quelqu'un, là il vient. Et c'est ce qui le fait rester. Quel est le défi quand un enfant vient de la rue? C'est de lui faire comprendre qu'il a de l'importance pour nous. Il ne rentre pas comme un numéro parmi les autres enfants, non, pas du tout. Il faut qu'il ait de l'importance, il faut qu'il sorte comme un enfant dans une famille, doit trouver sa place. Chaque jour, la Fondation envoie des équipes d'éducateurs arpenter les rues de Manille à la rencontre des enfants. Aujourd'hui, Mac et Ferd doivent rencontrer une petite bande du quartier de Lawton, au centre-ville. La plupart ont déjà fréquenté le centre. Ces enfants vivent dans la rue, bien qu'ils aient des familles et une maison. Ils n'ont pas beaucoup de contact avec leur famille et ils se droguent en sniffant du solvant. C'est leur seule activité pendant la journée dans la rue. Ils sont une quinzaine d'enfants à avoir élu domicile sur un terre-plein coincé entre deux voies rapides. Voici Lala. Lala, comment vas-tu? Ils ont entre 12 et 19 ans. Il n'est pas encore midi, mais la plupart d'entre eux sont déjà sous l'influence du rugby, un solvant industriel inhalé à même la bouteille ou dans un sac plastique. Le solvant leur donne un sentiment de puissance et le pouvoir de faire l'impossible. Ça leur donne l'illusion qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils peuvent faire bouger le soleil, la lune, les étoiles. Parfois, ils se prennent pour Superman ou leur personnage de dessin animé préféré. Ils imaginent aussi la nourriture qu'ils ont envie de manger. Ils sont capables d'imaginer cela. Dans leur sac, les éducateurs ont toujours quelques jeux et des crayons de couleur. Des activités simples qui ne sont en fait qu'un prétexte. Qui veut jouer avec moi? Moi, c'est quel jeu? Les dominos. Ouais, moi je sais jouer au domino. Et toi? Notre but est de gagner leur confiance. Une fois qu'on a gagné cette confiance, alors il est temps pour nous d'intervenir et de réaliser l'intervention qu'on a prévue pour eux. Parce qu'il est très difficile d'intervenir auprès d'un enfant s'il ne nous fait pas confiance. Préparer psychologiquement les enfants à quitter la rue, c'est un travail de longue haleine. Bon, on s'en va. On revient samedi prochain. Il faudra plusieurs rencontres comme celle-ci pour parvenir à convaincre un seul enfant du groupe d'accompagner les éducateurs au centre d'accueil. Mac connaît bien ce que vivent les enfants qu'il rencontre. Il y a 20 ans, il était chiffonnier et il a lui-même passé 5 ans dans la rue. Ces choses qu'ils ressentent maintenant, je les ai éprouvées aussi. Heureusement, je m'en suis sorti et je voudrais arriver à leur faire sentir qu'eux aussi peuvent changer leur vie, d'une façon ou d'une autre.
Je me sens tellement triste parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont victimes des circonstances parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir leur situation. C'est lorsque la nuit tombe que les prêtres et les éducateurs de la fondation partent en tournée de ramassage. Le soir, les rues de Manille fourmillent de gamins livrés à eux-mêmes. Au cours de ces opérations baptisées Big Night, les enfants qui ont été préparés pendant la journée seront ramenés au centre d'accueil. Ce soir, l'abbé Mathieu et ses éducateurs commencent leur tournée par Divisoria, le plus grand marché de Manille qui fonctionne jour et nuit. Avec ses quantités de nourriture à portée de main, c'est le refuge privilégié de beaucoup d'enfants des rues. Et ils sont des dizaines à dormir à même le sol, à l'abri des arcades. Francis, on devait le prendre, c'est celui-ci là, le caisson. Il est rasé là. Il est complètement shooté ce soir au rugby. Alors qu'il savait que pour venir, il fallait qu'il ne soit pas dans un état second. Il a mis un peu de solvant sur son truc là, et c'est ça qui renifle, et du coup il est complètement shooté. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Vous m'avez manqué, mon père. J'ai envie de venir avec vous. Va voir Mac. Dans le petit groupe, il y a beaucoup de filles. La plus vieille a tout juste 12 ans. Ce sont évidemment les plus vulnérables. À ton avis, la vie dans la rue est-elle plus difficile pour les filles ou pour les garçons? C'est plus difficile pour les filles. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque de se faire violer. Il y a des hommes qui peuvent nous emmener dans des endroits louches. Voilà ce dont j'ai peur. Y a-t-il des filles qui font des choses pas bien pour gagner de l'argent? Des filles qui font des choses pas bien? Oui, voilà. Pour gagner de l'argent, il y en a? Oui, il y en a. Même des jeunes? Oui. Vous aussi? De temps en temps? Oui. Une fille est promise à la prostitution ou à l'abus, c'est certain. Donc même s'il y a beaucoup plus de garçons dans la rue en fait, il y a 80 ou 90% des enfants des rues, ce sont des garçons. Mais la situation des filles, c'est une situation d'urgence extrême. Mais à Manille, il y a des situations encore plus urgentes que celles des enfants du marché. L'étape suivante de l'équipe de la Fondation est certainement l'endroit le plus sinistre de la capitale, le cimetière de Sangandaan, dans un quartier populaire non loin de la décharge de la montagne fumante. Hey Jonathan. Combien sont-ils à avoir trouvé refuge parmi les tombes pour échapper aux dangers de la rue? Partout, des dizaines d'enfants surgissent à l'approche de l'équipe. Certains vivent là depuis des années. Et tous sont shootés au rugby, le solvant qui fait des ravages. Il y a la croix là. Ils sont à l'intérieur d'une tombe ici. Voilà, ils sont une trentaine là. Trentaine d'enfants. Ça fait partie des groupes. Ils se réunissent parce qu'ils ont réussi à avoir une télévision. Alors en général, il y a un petit paiement. Chacun paye un peso pour pouvoir regarder la télévision tous ensemble, quoi. Voilà. Ce sont des jeunes. Le jeune qui est avec son sachet de rugby qui est juste devant ici, là, c'est un ancien de la Fondation qui malheureusement est parti. Et il s'est mis avec une jeune fille et il a 2 enfants. Et sa compagne est au-dessus, Jennifer. Marvin, Jennifer. La première fois que je suis venu ici, je ne savais plus quoi penser. Parce que quand on sort de cet endroit-là, on a l'impression qu'on a rêvé, non, qu'on a cauchemardé. On n'a pas l'impression que c'est réel. Vous avez des enfants qui vivent dans des tombes, voilà. Des enfants qui ont choisi comme endroit de vivre parmi les morts et d'oublier la vie, d'oublier les vivants. Donc ils ont quitté la vie et ils choisissent des habitudes de mort. Et c'est ce qui se passe ici. Mais regardez, ils sont tous sur les tombes. Ils sont tous sur les tombes et ils choisissent le solvant et ils choisissent la drogue.
Non. C'est difficile, vous voyez, quand on a un groupe comme ça, il y a une espèce de mouvement de groupe qui fait pour que les enfants quittent cet endroit, cet enfer, et ben c'est pas facile de faire désirer le paradis à un enfant qui est en enfer. Sur une pierre tombale, les éducateurs tiennent une consultation médicale improvisée. Dans leur trousse de secours, de quoi soigner coupures, gales et infections. L'assistance psychologique en prime. Ils font soigner leur cœur. Donc ils montrent des toutes petites blessures en général. Des petites blessures qui parfois sont déjà guéries, il n'y a rien à faire. Mais vous savez, de mettre de la bétadine et de mettre un peu d'alcool, ça permet d'engager la discussion. Et c'est de ça dont ils ont besoin. Et c'est ça qu'ils demandent. Ce qu'ils recherchent, c'est qu'on fasse un petit peu attention à eux, c'est tout, quoi. Regardez ce qu'il veut se faire soigner là. Paquetamo. Et voilà. C'est une petite coupure qui doit faire à peu près 1,5 mm et qui est déjà toute sèche. C'est très clair, c'est pas du tout la... Ça lui fait pas mal, c'est pas ça. Ce qu'il recherche, c'est qu'on fasse attention à lui, c'est tout. C'est ça dont ils ont besoin. Après plusieurs heures passées dans les allées du cimetière, l'abbé Mathieu et son équipe repartent heureux. 2 enfants ont accepté de les accompagner. Retour au centre. L'abbé Mathieu ne se fait pas d'illusions. 9 fois sur 10, les enfants qu'il recueille retournent dans la rue. Pour ces 2-là, la partie n'est pas gagnée. C'est une première victoire. C'est une première victoire parce qu'ils ont quitté la rue. C'est déjà un pas énorme. La deuxième victoire, c'est s'ils sont encore là demain matin. La troisième victoire, c'est s'ils sont là à la fin de la journée, demain. C'est des pas après pas. Vraiment, chaque enfant... La première victoire, c'est vraiment qu'ils aient quitté la rue. Ils ont quitté leur groupe et c'est déjà énorme. Voilà, c'est un premier pas. Deuxième pas, on l'attaque demain et on verra bien.